La trahison commence avant la trahison. Elle commence à l'instant où tu tends la main. Ça paraît absurde, non? Tu aides, tu accueilles, tu défends, tu retiens la chute de l'autre. Et au bout d'un moment, cette même personne commence à te diminuer, à te retourner contre toi-même, à te traiter comme si tu étais le problème. Écoute, ce que tu crois savoir sur l'ingratitude, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas juste un manque de caractère. Ce n'est pas juste de la froideur. Ce n'est pas juste de l'égoïsme. Il se passe quelque chose de plus sombre là-dedans. Quand quelqu'un avec un fonctionnement narcissique reçoit de l'aide, cette aide n'entre pas dans l'âme comme une tendresse. Elle entre souvent comme une lame. Parce que celui qui passe sa vie à vouloir paraître invincible ne supporte pas d'être vu à l'instant précis où il a eu besoin d'être porté. Tu n'as pas seulement offert de l'argent, des conseils, de la protection, ta présence. Tu es devenu un témoin. Et un témoin, c'est quelque chose de très dangereux pour quelqu'un qui a construit sa vie entière comme une scène de théâtre. Jung appellerait ça un conflit avec la persona. La persona, c'est le masque que la personne porte pour traverser le monde sans se faire dévorer par lui. Mais ne l'imagine pas comme un masque figé, de ceux qu'on voit dans le théâtre antique. Pense à une vitrine illuminée au milieu d'une rue sombre. Tout y a été arrangé pour produire une impression. Le bon éclairage, la vitre propre, le mannequin impeccable, la pose calculée. Le narcissique vit collé à cette vitrine. Il veut que tu admires l'éclairage, pas que tu entres par la porte de derrière et que tu vois les cartons éventrés, les fils qui traînent, la poussière accumulée sur le sol. Sauf que quand tu aides, tu entres par derrière. Tu vois ce qui n'était pas censé être vu. Tu vois l'insécurité sans maquillage. Tu vois la dépendance. Tu vois la peur enfantine de ne pas être suffisant. Tu vois ce morceau cassé qu'il a passé des années à cacher derrière des formules tranchantes, une supériorité répétée, un contrôle émotionnel de façade. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu vois tout consciemment. Parfois tu le ressens juste, mais l'autre sent que tu l'as vu. Et ça suffit. À partir de là, ta présence commence à déranger. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu es devenu un miroir placé à l'angle interdit. Et c'est ici que naît la première fissure jungienne. Ce qu'une personne n'accepte pas en elle, elle commence à le chercher en dehors d'elle. Jung parlait de l'ombre comme de ce territoire rejeté de l'âme, mais oublie toute idée abstraite. Imagine une pièce fermée à clé dans une belle maison. Le salon sent bon. Les visites sont reçues avec soin. Les murs ont de beaux tableaux, mais au fond du couloir, il y a une porte gonflée par l'humidité, qui grince de l'intérieur. C'est là que se trouvent les hontes jamais pleurées, la jalousie jamais admise, la faiblesse jamais pardonnée, la dépendance qu'il a juré de ne jamais ressentir. Toi, en aidant, tu touches la poignée, et le narcissique le ressent comme une intrusion. Alors il fait quelque chose d'étrange. Au lieu de remercier, il commence à se défendre de toi. Au lieu de reconnaître ta bonté, il transforme ton aide en menace. Au lieu de se souvenir que tu étais là quand personne n'était là, il a besoin de se prouver à lui-même qu'il n'avait pas tant besoin que ça. Point. La trahison, dans ce cas, n'est pas le début de la cruauté. C'est la tentative désespérée d'effacer la scène où il a été petit devant toi. Et c'est ici que la dette émotionnelle commence à se transformer en ombre projetée. Parce qu'une dette émotionnelle, quand elle ne peut pas être intégrée, a besoin de trouver un coupable. La vérité est plus complexe, écoute bien. Il ne trahit pas seulement parce qu'il a oublié ce que tu as fait. Il trahit parce que ce souvenir serait insupportable. Ce souvenir signifierait admettre, à un moment, j'ai eu besoin de quelqu'un. Et pour quelqu'un qui a construit sa propre image comme une tour sans fissure, dépendre de quelqu'un, c'est comme entendre, dans le silence de la nuit, le béton craquer de l'intérieur. Personne ne le voit encore. La tour tient debout. Les lumières sont toujours allumées. Mais lui sait. Il a entendu. Et toi, tu étais là aussi.
C'est ça qui rend ta présence si dangereuse. Mais il y a un détail essentiel ici. Savoir que cette trahison n'est qu'une défense de son ego ne diminue pas ta douleur et ne protège pas ton espace quand tu dois cohabiter chaque jour avec quelqu'un qui retourne les histoires contre toi. Comprendre la théorie psychanalytique seule ne stoppe pas le vide que tu ressens chaque jour, quand le mensonge ou la distorsion frappent à ta porte. Pour traverser cette phase d'épuisement sans te briser de l'intérieur et sans t'isoler du monde comme une ermite traumatisée, il existe un chemin structuré qui organise cette protection. Basé sur les enseignements pratiques du scellement énergétique, j'ai mis au point un processus spécifique appelé la méthode AVE. Elle travaille précisément sur cette triade: alignement, vibration et essence. Seulement 7 minutes par jour créent le blindage interne nécessaire pour que tu apprennes à te positionner dans le monde et à couper ces liens avec ceux qui ne savent que te vider. Ce n'est pas de la théorie vague. C'est un protocole direct pour arrêter la fuite de ton énergie vitale et fermer les portes de ton champ émotionnel aux vampires. Si tu n'en peux plus d'être utilisé et retourné contre toi-même et que tu as besoin de cette solution maintenant, l'accès complet à la structure est dans la description. Tu deviens l'archive vivante de sa chute, la preuve qui respire, le témoignage humain de cet instant où le masque a craqué, où la voix a tremblé, où le besoin est apparu. Alors son esprit tente une manœuvre. Si je détruis le témoin, peut-être que la scène n'a jamais existé. Si je dévalue celui qui m'a aidé, peut-être que l'aide n'était pas si grande. Si je transforme cette personne en ennemi, peut-être que je cesserai de sentir que je lui dois quelque chose. Point. Jung appellerait ce mouvement la projection de l'ombre. Mais ici, entre une deuxième couche, l'archétype. Pas comme une belle idée lointaine, coincée dans un vieux livre. Imagine l'archétype comme une figure ancienne, marchant derrière la personne, plus grande qu'elle, projetant une ombre immense sur le mur. Parfois c'est le roi blessé, parfois c'est l'enfant abandonné, parfois c'est le faux héros qui a besoin de paraître invincible, même quand il saigne de l'intérieur. Au quotidien, ça se manifeste simplement. Cette personne ne dit pas « je me suis senti petit devant toi ». Elle dit « tu te crois meilleur que tout le monde ». Elle ne dit pas « ton aide m'a rappelé ma fragilité ». Elle dit « tu n'as aidé que pour me contrôler ». Elle ne dit pas « je ne sais pas gérer la gratitude ». Elle dit « tu n'as jamais fait grand-chose ». Tu vois l'inversion ? Ce qui naît en elle est placé en toi comme si c'était le tien. C'est comme si quelqu'un avait une tache d'encre sur sa propre main, mais qu'au lieu de regarder ses doigts, il commençait à accuser le miroir d'être sale. Et plus tu essaies de nettoyer le miroir, plus il frotte sa main tachée contre la vitre. Plus tu expliques, plus il distord. Plus tu rappelles les faits, plus il a besoin de créer une autre version des faits. J'ai vu ça des dizaines de fois. La personne aidée ne supporte pas le poids symbolique d'avoir été vue dans le besoin. Alors, elle commence à réécrire l'histoire. D'abord, elle minimise ton aide. Ensuite, elle remet en question ton intention. Ensuite, elle trouve un défaut en toi. Ensuite, elle agit comme si c'était elle la victime de ta présence. Si ça fait sens pour toi, reste avec moi. Parce que cette dynamique va encore s'affûter. Ce qui fait peur, ce n'est pas seulement l'ingratitude. C'est la précision avec laquelle elle surgit. Elle arrive presque toujours, après une période où tu as été trop disponible, trop utile, trop compréhensive. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'aider soit l'erreur. L'erreur invisible, c'est quand ton aide commence à occuper, chez l'autre, la place d'une humiliation secrète. Et quand cette humiliation rencontre un archétype blessé, quelque chose d'ancien se réveille, quelque chose qui ne veut pas remercier, quelque chose qui veut récupérer du pouvoir. Et pour récupérer du pouvoir, cette personne doit d'abord faire une chose, te transformer en vilaine de l'histoire
qu'elle n'a pas le courage de raconter en entier. Parce que si tu continues à être mémorisée comme celle qui a aidé, elle devra continuer à l'être comme celle qui a eu besoin. Et c'est la couche dont presque personne ne parle. La trahison ne sert pas seulement à te blesser. Elle sert à réorganiser la réalité intérieure de celui qui trahit. C'est comme si cette personne prenait une vieille photographie, une scène réelle, toi là en train d'offrir ton soutien, elle l'a fragilisé, et commençait à gratter son propre visage avec une clé. Puis elle gratterait ta main tendue. Puis elle gratterait le fond. À la fin, l'image existe encore, mais elle est suffisamment déformée pour qu'elle puisse la regarder sans avoir honte. Sauf que maintenant, écoute, la question change. Ce n'est plus seulement « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ça ?» La question la plus dangereuse est « Pourquoi ma psyché m'a-t-elle placé si près de ce type d'incendie ?» Doucement. Ça ne veut pas dire te culpabiliser. Laisse-moi reformuler. Il ne s'agit pas de faire de la victime la responsable de la cruauté de l'autre. Il s'agit de reconnaître qu'en Jung, toute relation intense révèle aussi quelque chose sur le monde intérieur de celui qui y participe. La personne qui trahit montre sa propre ombre, mais celle qui est restée, qui a soutenu, qui a pardonné au-delà de la limite, commence aussi à trouver une porte cachée en elle-même. Cette porte a un nom, individuation. Ne pense pas à l'individuation comme au fait de devenir quelqu'un d'éclairé, au-dessus de la douleur, assis sur une montagne intérieure. Pense à un pont de pierre traversant une rivière sombre. D'un côté se trouve la personne que tu as appris à être pour être acceptée, la sauveteuse, la forte, la compréhensive, celle qui encaisse, celle qui comprend tout. De l'autre côté se trouve une version plus entière, moins prête à s'abandonner elle-même, moins dépendante de la nécessité de prouver sa valeur à travers le sacrifice. Au milieu du pont, un vent froid souffle. Et c'est là que beaucoup de gens font demi-tour. Parce que traverser exige de perdre l'identité de celle qui sauve toujours. Point. C'est toujours le même schéma. Quelqu'un apparaît blessé, chaotique, avide de validation. Tu sens que tu peux aider. Tu sens que ta présence va guérir ça. C'est comme un appel intérieur, presque sacré. Cette fois, mon amour, ma patience, mon intelligence émotionnelle vont y arriver. Mais est-ce que c'est de l'amour pur ? Ou est-ce qu'il y a aussi, là, un archétype activé en toi ? L'archétype du sauveur n'entre pas en criant. Il entre avec une voix douce. Il dit que tu es spécial parce que tu en supportes plus. Il dit que ta mission est de comprendre l'incompréhensible. Il dit qu'abandonner serait de la cruauté. Il dit que poser des limites serait de la froideur. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à porter quelqu'un qui a peut-être besoin, d'abord, d'affronter son propre poids. Imagine une lanterne fixée à la poitrine d'une personne qui marche dans une forêt. Cette lumière éclaire le chemin de l'autre, mais laisse son propre visage dans l'ombre. Plus elle pointe la lumière pour sauver quelqu'un de perdu entre les arbres, moins elle voit les trous devant ses propres pieds. La conséquence concrète est brutale. Tu appelles loyauté ce qui est parfois oubli de toi-même. Et quand le narcissique trahit, la douleur semble venir uniquement de lui. Mais la blessure déchire aussi la fantaisie intérieure, selon laquelle aimer suffisamment empêcherait quelqu'un de te détruire. C'est là le tournant. Tu n'es pas seulement face à l'ombre de l'autre. Tu es face au point exact où ton propre chemin a été interrompu. Et maintenant vient la partie qui change tout. Parce que la trahison a peut-être révélé une vérité encore plus profonde sur le type d'amour que tu as appris à offrir quand tu avais peur de ne pas être choisi. Parce que cet amour, souvent, n'est pas né comme une liberté. Il est né comme une stratégie de survie. Tu as appris, peut-être très tôt, qu'être nécessaire était plus sûr qu'être simplement aimé. Tu as appris que si tu étais utile, patiente, profonde, compréhensive, peut-être que personne ne partirait. Alors, quand tu rencontres quelqu'un qui fonctionne sur la fin de l'ego, quelqu'un qui a besoin d'admiration constante,
Quelqu'un qui vit comme si l'affection était un trône instable, une partie ancienne de toi reconnaît le terrain. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ta psyché connaît ce langage. Et quand la projection commence à se retirer, la scène change. Avant, tout semblait tourner autour de lui. Sa froideur, ses inversions, sa trahison, son incapacité à remercier. Mais peu à peu, une question plus silencieuse apparaît. Qu'est-ce qui, en moi, a accepté de rester là où je devais disparaître pour être gardé près de lui? Cette question n'absout pas l'autre. Elle n'efface pas la violence symbolique de la trahison, mais elle te rend ton énergie. Et ça, dans la psychologie de Jung, c'est décisif. Point. C'est ici qu'entre l'énantiodromie, l'un des retournements les plus brutaux de l'âme. Ne pense pas à ça comme à un mot compliqué. Pense à une immense cloche suspendue dans une tour abandonnée. Pendant des années, elle oscille d'un côté. Patience, abandon, tolérance, pardon, compréhension. Tu crois que plus elle ira dans cette direction, plus elle produira d'amour. Mais tout mouvement poussé à l'extrême appelle son contraire. Un jour, la cloche revient avec force de l'autre côté, et ce qui semblait être de la bonté se transforme en épuisement. Ce qui semblait être de la dévotion devient de la répulsion. Ce qui semblait être de l'espoir devient une lucidité sèche. C'est effrayant quand ça arrive, parce que tu te regardes et tu penses « Comment ai-je pu autant changer ?» Mais peut-être que tu n'as pas changé. Peut-être que la partie rejetée de toi, celle qui savait dire non, celle qui percevait la manipulation, celle qui ressentait une colère légitime, est restée enfermée des années à attendre le moment de revenir. La conséquence concrète est simple et profonde. Quand tu retires la projection, tu cesses d'attendre que l'autre reconnaisse la vérité pour que tu puisses vivre la tienne. Tu n'as plus besoin qu'il admette qu'il t'a utilisé, manipulé, trahi, qu'il s'est nourri de ta présence pour ensuite tout rejeter. C'est-à-dire, ce serait humain de le désirer. Mais ta libération ne peut pas dépendre de l'honnêteté de quelqu'un qui survit en fuyant son propre miroir. Dis-moi, tu as déjà vécu ça? Cette sensation d'avoir tout donné et de ressortir quand même comme coupable? Commente quelle partie t'a le plus touché. Je lis tout. Parce qu'il y a une clé cachée ici. Le narcissique trahit celui qui l'aide le plus non seulement pour détruire le témoin de sa propre vulnérabilité, mais pour empêcher que la relation révèle la supercherie centrale. Il avait besoin de ton attention, mais il détestait le sentiment d'en avoir besoin. Et toi, peut-être, tu avais besoin d'être nécessaire, mais tu as commencé à détester le prix de ta propre disparition. Regarde comme c'est cruel. Deux ombres se rencontrent. L'une veut être adorée sans dépendre. L'autre veut aimer sans rien demander. L'une utilise la grandeur comme armure. L'autre utilise la bonté comme cachette. Et la relation devient un couloir étroit où personne ne peut passer en entier. Voilà. Mais il existe une instance plus profonde chez Jung, quelque chose qui n'appartient ni au masque, ni à la blessure, ni au besoin de gagner le récit. Quelque chose qui observe cette guerre intérieure comme un œil ancien au centre de la tempête. Et quand ce centre commence à t'appeler, la question cesse d'être pourquoi il m'a trahi et devient quelque chose de bien plus dangereux. Parce que maintenant vient ce qui change tout. Qui tu dois cesser d'être pour ne plus jamais confondre l'abandon de toi-même avec l'amour. Cesser d'être celle qui négocie sa propre âme en échange de miettes de présence. C'est ça, le vrai tournant. Pas quand l'autre demande pardon. Pas quand il reconnaît. Pas quand le récit devient enfin juste. Le tournant commence quand tu cesses de chercher, sur le visage de celui qui t'a blessé, l'autorisation de croire en ta propre douleur. Parce que tant que tu as besoin qu'il l'admette, tu es encore prisonnière de l'autel de sa persona. Tu attends encore que la vitrine confesse l'arrière-boutique sombre. Tu attends encore que le masque te regarde et dise « Oui, je n'étais qu'un masque ».
Mais un masque n'avoue pas. Un masque performe. Et le Selbst, chez Jung, entre exactement ici. Pas comme un prix mystique, pas comme une voie parfaite venue d'en haut. Imagine le Selbst comme une boussole enterrée sous un carrelage fissuré. Pendant des années, tu as marché dessus sans t'en rendre compte. Tu as suivi le bruit de l'autre, sa douleur, son urgence, sa faim. Jusqu'à ce que la trahison brise le sol. Et pour la première fois, tu vois cette aiguille ancienne, immobile, pointant vers un endroit qui ne dépend de l'approbation de personne. Tu reviens à toi. Mais revenir à soi n'est pas beau au début. C'est vide. C'est le silence après beaucoup de bruit. C'est réaliser qu'une partie de l'amour que tu appelais noblesse était aussi de la peur, de l'habitude, une fidélité à une vieille blessure. C'est-à-dire, ça fait mal à admettre. Ça fait mal parce que ça t'enlève la fantaisie la plus confortable. J'ai juste trop aimé. Tu as peut-être aimé. Tu as peut-être été généreuse. Tu as peut-être soutenu l'autre quand personne ne le faisait. Mais la question du Selbst n'est pas de savoir si tu as été bonne. La question est de savoir si, pour être bonne, tu as dû abandonner ton centre. Et quand cette question arrive, la projection tombe. Tu cesses de voir le narcissique comme le monstre absolu qui t'a volé ta lumière. Et tu commences à voir toute la dynamique. Lui fuyait sa propre ombre. Toi, tu fuyais ta propre limite. Lui utilisait la persona pour sembler au-dessus du besoin. Toi, tu utilisais le rôle de sauveteuse pour sembler au-dessus du manque. Lui ne supportait pas d'avoir besoin. Toi, tu ne supportais pas de ne pas être nécessaire. Et vous deux, chacun à votre façon, dansiez autour du même trou. Le vide de ne pas se sentir entier. Ça ne rend pas les actes équivalents. Absolument pas. La trahison reste une trahison. L'inversion reste une inversion. La cruauté symbolique de transformer celui qui a aidé en ennemi garde tout son poids. Mais tu commences à voir que ta liberté ne viendra pas de le lui prouver. Elle viendra de retirer ton énergie du tribunal intérieur, où tu tentes encore de convaincre une figure sans visage que tu mérites d'être traité avec dignité. Écoute, c'est peut-être la phrase la plus difficile. Tant que tu essaies de gagner contre la version que l'autre a créée de toi, c'est lui qui gouverne encore ton imaginaire. L'énantiodromie fait maintenant son deuxième mouvement. Avant, ton abandon extrême s'est transformé en épuisement. Maintenant, ton besoin d'explication commence à se transformer en silence souverain. Pas un silence passif. Un silence de celle qui rassemble les meubles d'une maison incendiée et décide de ne plus vivre parmi les cendres. Tu n'as pas besoin de détruire l'autre. Tu n'as pas besoin de le rabaisser. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu as juste besoin d'arrêter d'offrir ta présence à l'endroit où ta présence est devenue du carburant pour la négation de l'autre. C'est là que le pouvoir change de main, parce que le narcissique trahit celui qui l'aide le plus, pour effacer le miroir de sa propre vulnérabilité. Mais quand tu cesses d'avoir besoin qu'il voie ce qu'il a fait, le miroir cesse d'être devant lui et revient entre tes mains. Maintenant, il te montre toi, ton ombre, ta faim d'être choisi, ton courage, ta limite oubliée, ton individuation bloquée qui attend son passage. Et alors il ne reste qu'une seule question, la seule qui compte quand l'illusion tombe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette partie de toi qui a enfin compris qu'elle n'est pas née pour être l'autel de quelqu'un? Ce qu'on fait maintenant, c'est reprendre sa propre énergie. Pas avec vengeance, pas avec une froideur jouée, pas avec cette dureté théâtrale de celle qui veut prouver qu'elle ne ressent plus rien. Ce serait encore être prisonnière de l'autre. Reprendre son énergie, c'est différent. C'est comme retirer, une par une, les bougies d'un temple où tu as passé des années à prier devant une statue qui n'a jamais regardé en bas. Au début, le temple semble sombre. Ça fait peur. Tu crois que tu as perdu le sacré. Mais tu ne l'as pas perdu. Tu as juste découvert que le sacré n'a jamais été dans la statue.
il était dans la flamme. Et la flamme était la tienne. C'est ici que l'individuation cesse d'être une idée et devient un chemin. Tu commences à voir la persona sans lui obéir. La tienne aussi. Cette image de personne forte, bonne, infatigable, profonde, toujours disponible, toujours capable de tout comprendre. Tu regardes cette image et tu dis, peut-être pour la première fois, « Merci de m'avoir protégé, mais tu ne peux plus conduire ma vie. » C'est-à-dire, ce n'est pas un rejet de qui tu as été. C'est un retrait de commandement. Le masque reste utile pour franchir certaines portes, mais il ne dort plus à ta place. L'ombre change de forme aussi. Avant, tu ne voyais que l'ombre de l'autre. La jalousie, la distorsion, l'orgueil blessé, le besoin d'effacer sa propre dépendance. Maintenant, tu commences à reconnaître la tienne. La colère que tu appelais impatience, la fatigue que tu appelais égoïsme, le désir de partir que tu appelais manque d'amour. Et quand ces morceaux reviennent, ils ne reviennent pas pour te détruire. Ils reviennent comme des animaux nocturnes qui rentrent dans la forêt après des années enfermés dans de petites cages. Point. Tu n'as plus besoin de sauver celui qui utilise ton aide comme preuve contre toi. Tu n'as plus besoin d'expliquer ta bonté à celui qui a transformé ta présence en menace. Tu n'as plus besoin de demander à l'autre de te rendre la version vraie des faits, comme si ton âme dépendait de ce document signé. À partir de maintenant, la pratique est symbolique et concrète. Quand quelqu'un essaiera de te mettre dans le rôle de coupable pour avoir aidé, tu respires, tu observes, tu ne cours pas vers la défense automatique. Quand quelqu'un fera de ta compassion une corde autour de ton cou, tu lâches la corde. Quand tu ressentiras l'ancienne impulsion de prouver ta valeur par le sacrifice, tu t'arrêtes avant le oui. Écoute, c'est peut-être le geste le plus difficile. S'arrêter avant le oui. Dans ce petit intervalle, le self te parle. Pas comme un tonnerre, comme une lumière douce allumée au fond d'une maison après que tout le monde est parti. Il ne crie pas « fuis ». Il demande « est-ce que ça te rapproche de toi-même ou est-ce que ça te transforme en nourriture pour la faim de l'autre ?» Et cette question réorganise tout. La persona perd son trône. L'ombre gagne un langage. L'archétype du sauveur descend de son piédestal. L'énantiodromie cesse de t'entraîner d'un extrême à l'autre. Et tu commences, enfin, à marcher par le centre. Mais savoir tout ça seul ne referme pas le trou que la trahison a ouvert dans ton champ d'énergie. Et le plus important, ça ne corrige pas cet instinct de tolérer les abus et de livrer ta vitalité à ceux qui veulent juste te retourner contre toi-même. Parce qu'il existe la partie pratique que la philosophie des livres ne résout pas au moment où la culpabilité frappe et que le récit de l'autre essaie de te dominer. La méthode AVE est la structure pratique qui travaille justement sur les 3 piliers de cette guérison intérieure. Restauration de l'alignement de ton centre, élévation de ta vibration, en blindant ton champ contre les attaques, et reconnexion avec ta véritable essence, pour que tu cesses d'être une proie facile et que tu rompes définitivement les contrats de diminution que tu as passés pour rentrer dans l'autre. Ce sont 7 minutes par jour qui transforment cette douleur profonde en la plus grande armure de ta vie, en scellant ton énergie pour que tu deviennes immunisé à la manipulation. Si tu sens que tu dois dresser ce bouclier aujourd'hui et arrêter de perdre ton énergie avec ceux qui ne t'ont jamais valorisé, le chemin vers l'accès complet se trouve sur la première ligne de la description et dans le commentaire épinglé. Même si tu ne cliques sur aucun lien, rien qu'en avoir regardé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà compris. Mais si tu veux blinder ton champ définitivement et cesser de servir de tremplin à l'ego qui ne supporte pas son propre miroir, clique maintenant sur le lien et commence la méthode. Ta vraie souveraineté t'attend là. Si ce contenu a touché une partie ancienne de toi, reste dans les parages. Il y a des blessures qui cessent de commander seulement quand elles reçoivent un nom, une image et une limite. Ceux qui comprennent ces mouvements n'aiment plus de la même façon. Ils aiment avec présence, mais sans s'abandonner. Ils aident,
mais sans fabriquer de dépendance. Ils voient l'autre, mais sans lui remettre leurs propres yeux. Parce que la leçon brutale de Jung n'est pas que tu dois te méfier de tout le monde, c'est que tu ne dois jamais remettre ton âme à quelqu'un qui déteste le miroir.